aussi que le citoyen lambda qui est à la maison a besoin de jouer aussi sa partition. Il doit jouer sa partition comment? C'est vrai qu'on parle d'irrégularité par rapport à la LEPI, mais on constate aussi que la population ne sort pas pour aller se faire enrôler. Et les agents recenseurs, parfois, écoutez, les agents recenseurs parfois passent des journées entières à allumer l'air. Non, écoutez, beaucoup se disent qu'ils ont encore le temps d'aller se faire enregistrer. D'accord. Et là, il y a des journées où les agents recenseurs... Ce n'est déjà pas le débat. Ou bien, le consensus, c'est aussi ça. Le consensus, c'est que chacun joue sa partition. Ah oui, tout simplement. Donc la LEPI, peut-être on va peut-être qu'on reviendra encore sur. Donc au-delà des bases électorales. C'est-à-dire peut-être qu'on cherchera à trouver dans les prochains jours une issue à la LEPI, mais dans le même temps, il faut qu'en attendant que les populations sortent massivement chaque jour. Je pense que les populations sortent. Les populations sortent. Le consensus c'est aussi au niveau de la CPS LEPI du Harifa Bako, c'est-à-dire de prolonger le délai d'enregistrement. On a besoin de ce consensus-là aussi. Oui, il y a des spécialistes qui disent que cette LEPI-là, celle qu'on a entamée, elle ne peut pas être prête avant 6 mois ou 1 an. En tout cas, le temps nous donnera raison et je crois que dans 3 mois déjà on sera véritablement fixé. Moi je crois qu'il faudrait une dose importante de réalisme et de flexibilité de part et d'autre. Il faudrait que les députés revoient certaines dispositions dans la précédente loi qu'ils ont eu à voter, histoire quand même de prouver leur volonté de faire passer cette loi-là. Et maintenant, il faudrait que la Cour constitutionnelle aussi sache qu'en dépit du fait que cette décision soit irrévocable, elle n'est pas obligée de tout casser comme on pouvait s'y attendre, parce que s'il y a urgence, il faudrait que la Cour ferme les yeux sur certaines choses. Donc on va violer la loi, on va violer la jurisprudence non, pas violer la jurisprudence de la Cour, et puis on va passer outre et la Cour va fermer les yeux. Ce serait certainement une violation vertueuse si ça peut éviter à notre pays la catastrophe que nous redoutons tous, parce que l'on est tous d'accord pour reconnaître que la Cour quand même, à travers cette décision, a mis là-bas un peu... Non, il ne s'agit pas de violer, mais d'être réaliste. On demande du réalisme, parce qu'il y a le temps qui presse. Et la mise en conformité ne va pas dépasser 6 avril. Il y a un facteur sur lequel la Cour ne planche pas, c'est le temps. Oui, c'est le temps. La Cour ne peut rien compte de son droit. La Cour ne peut pas juger de l'évolution du temps. Pour qu'il s'en préoccupe, le temps. Oui, la Cour, son droit se limite devant l'évolution du temps. Donc, on ne peut pas vouloir aux députés demain, si chaque fois qu'ils votent les lois électorales, ces lois-là sont rejetées par la Cour. On pourra pas. Il faut que les députés fassent aussi l'effort de parler dans la démesure. Bien sûr. Quand on parle de conformité, il faut être réaliste. Déjà, si on prend l'exemple des 100 millions de francs CFA, on peut peut-être... de consensus politique, c'est très important. Et je veux finir, si vous permettez, quelques mots rapidement pour revenir sur les propos de l'honorable Wallis Zoumarou à l'Assemblée à l'occasion du vote du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, qui a dit qu'ils ont voulu montrer qu'eux, ils sont capables d'ouverture, de flexibilité. Je dis, c'est très important. Il faut souvent ces gestes-là de la part des hommes politiques et qu'en face aussi, qu'il y ait des réponses adéquates. D'accord. Oui, vous voulez placer un mot. L'Assemblée nationale, les populations, le chef de l'État et la Cour doivent boucher de leurs doigts l'argent trouvé. Ah oui, c'est très important. Ah oui, une histoire déjà. Voilà. C'est ça qui symbolise le consensus. Le consensus même. L'argent est là, à trouver et à boucher. Oui. Mais celle de Bouli Yaya dit à boucher. Celle de Bouli n'est pas apprécier sa vie, elle pourra vont se mettre au boulot. D'accord, oui, moi je pense que le Bénin ne peut pas se permettre un président illégitime. On ne peut pas se le permettre, c'est trop cher pour nous, c'est un luxe absolu. Déjà que les bailleurs de fonds, ça risque de grimacer et que les recettes de la douane sont très largement en baisse, on risque d'avoir des difficultés pour payer les salaires et le front social qui s'agite, etc. Je pense qu'il n'y a qu'un président légitime pour régler ça. Donc, impérativement, le 6 avril, le Bénin doit se payer un nouveau président de la République, un ancien nouveau ou un tout nouveau, ça dépend. Oui, merci pour la prudence. Très bien, chers amis. très bien. On va se retrouver tout à l'heure avec Héribel Abel-Adiovi pour la chronique internationale. Il parle de Sarkozy et de son discours au monde arabe. Allez les filles, c'est à vous. Fine, légère,
rafraîchissante. Avec Beaufort Light, retrouvez toute l'authenticité d'une bière d'exception et faites-vous plaisir sur toute la ligne. Beaufort Light, faible en calories, riche en goût. Ribel Abel Adjovi, bienvenue, bonjour. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. On le savait, ami d'Israël. Il est aussi ami du monde arabe ou encore des mondes arabes, pour être en symbiose avec sa perception de cette partie de la planète. Lui, c'est le président français Nicolas Sarkozy qui a prononcé hier, depuis le palais de l'Élysée, un discours à l'endroit du monde arabe. Ceci à l'occasion du 40e anniversaire de la Chambre de commerce franco-arabe. Le numéro 1 français a axé son adresse sur 3 leviers, à savoir le commercial, l'humain et la géopolitique. Les relations économico-commerciales entre la France et le monde arabe, ce n'est pas moins de 50 milliards d'euros, ce qui représente quelques 15% du commerce extérieur de la France. S'agissant de l'aspect purement humain, le patron de l'Élysée a montré hier son admiration et son respect pour un monde arabe pluriel et diversifié. Naturellement, il est revenu sur le projet français de l'Union pour la Méditerranée. Un projet en souffrance depuis 2 ans, du fait notamment de la complexité de la crise israélo-palestinienne. Une crise dont la résolution, à en croire Nicolas Sarkozy, passe par la création d'un État palestinien souverain et démocratique à côté d'un État d'Israël sécurisé. La première différence entre ce discours de Nicolas Sarkozy et celui de Barack Obama, prononcé en juin 2009, est d'ordre géographique. Paris et Caire ne veulent pas dire la même chose. La seconde différence, c'est que le patron de la Maison-Blanche a parlé en tant que président d'un pays qui a beaucoup de leviers d'action dans le monde arabe. Nicolas Sarkozy, lui, en a moins. En revanche, les relations de proximité entre la France et cette partie du monde constituent-elles un réel atout qu'il ne reste qu'à Paris d'entretenir. Mon intime conviction, c'est que le président Nicolas Sarkozy a saisi l'occasion des 40 bougies de la Chambre de commerce franco-arabe pour lancer un message à la fois d'apaisement et de clarification à l'endroit du monde arabe. La trame de son discours pourrait se décliner comme suit. Il y a des liens multiples entre la France et le monde arabe, entre les peuples arabes et le peuple français, et entre les Français arabes et la France. Des relations que l'Union pour la Méditerranée entend justement renforcer. C'est le message d'apaisement. Mais ces relations ne peuvent prospérer sans le respect des spécificités identitaires de ces 2 partenaires. C'est la partie clarification. S'il y a autre chose à tirer de ce discours, c'est que le patron de l'Élysée est par ailleurs dans l'étoffe de président du G20, balisant le terrain pour son projet majeur d'une autre gouvernance mondiale. Au dernier sommet France-Afrique de mai 2010 à Nice, Nicolas Sarkozy avait déjà parlé de sa volonté affichée de construire des relations nouvelles plus décomplexées et plus responsables avec l'Afrique. Sûrement qu'on entendra beaucoup parler de lui ces 12 prochains mois. Oui, Ribel Abel Adjovi, merci. La France, puissance moyenne, qui s'est mise à dos une partie du monde arabe par ses positions atlantistes et pro-israéliennes et qui essaie de se repositionner. André Dossa. Oui, dans ce repositionnement, Nicolas Sarkozy se démarquer d'abord de la méthode américaine pour tenter de parvenir à la paix au Proche-Orient. Sarkozy propose une réflexion sur cette méthode américaine parce que lui, il est convaincu qu'il faut plutôt, pour parvenir à la paix au Proche-Orient, une approche plus politique, plus concertée. Là, je le cite, plus rapide et plus volontariste. Il faut savoir que depuis l'un des projets majeurs en matière de politique étrangère de Nicolas Sarkozy, c'est justement cette machine-là, l'Union pour la Méditerranée, mais qui... l'éléphant blanc. Tout à fait, depuis sa création en 2008, n'a même pas encore réussi à se réunir au sommet. Pourquoi? Parce que au Proche-Orient, ça ne va pas, et tant que ça n'ira pas au Proche-Orient, il ne pourra pas réaliser ce projet. Et il a tout à fait raison lorsqu'il dit que ce blocage-là ne profite qu'aux extrémistes, parce que vous voyez, le Hamas est aujourd'hui à le vent en poupe,
il règne sur la bande de Gaza. Vous n'avez pas le Hamas, vous... En tout cas, moi, vous savez que je suis contre tout ce qui est extrémisme et tout ce qui entoure, vous savez. Donc, et j'assume totalement cette position. Donc, Nicolas Sarkozy, effectivement, président du G20, bientôt président du G8, il se démarque déjà de cette position, de cette manière de faire les choses, la manière américaine. Maintenant, qu'est-ce que lui apporte de nouveau? C'est à ce niveau-là qu'il faudra juger Nicolas Sarkozy. Mais on retiendra tout simplement que, bon, pour le moment, lui aussi, il reste à l'étape des intentions, des prises de position, mais on attend encore sur le terrain du concret. D'accord. Nicolas Sarkozy, président du G20, un peu à la remorque de Barack Obama et des États-Unis. Hein. On a l'impression que ça singe un peu le discours du Caire de Barack Obama. Par rapport au monde arabe, André Dossa voulait beaucoup plus du concret du président français, mais on en a eu. C'est vrai qu'à la veille de ce discours, il y a le journal algérien L'Expression qui avait titré, en manchette d'ailleurs, « Que dira Nicolas Sarkozy au monde arabe ?» Et par rapport au pragmatisme, on en a eu, parce que Sarkozy a essayé quand même de rééquilibrer un peu la diplomatie française dans la sous-région. Il a marqué la rupture avec Jacques Chirac sur plusieurs plans. Dans les relations entre Israël et la Palestine, on a vu Sarkozy qui était devant la Knesset et qui a prononcé un discours révolutionnaire, parce qu'il a demandé le gel total de la colonisation et la reconnaissance de l'État palestinien. On l'a vu aussi au Liban, il s'est rendu au Liban, là il a marqué complètement la rupture avec Chirac. Chirac qui était ami à Rafik Hariri, qui avait été assassiné, et Chirac avait rompu les relations avec la Syrie. Mais on a vu Sarkozy qui a renoué, avec Damas. Je pense que là aussi... Bachar al-Assad a été reçu à Paris. Oui, il y a de problèmes. La Libye et l'Égypte, par rapport à la Libye, et notamment, il a reçu le dirigeant libyen. Ça c'est aussi avec toutes les phrases beaucoup d'honneur. Le dirigeant libyen qui s'est même déplacé avec ses tantes. Je pense que c'est aussi un événement. Et avec l'Algérie, il s'est rendu à Constantine, où il a prononcé aussi un discours révolutionnaire, sans présenter des excuses à l'Algérie quand même. Il a reconnu l'injustice de la colonisation. Je pense que Sarkozy a beaucoup évolué sur le plan du pragmatisme dans ses relations avec le monde arabe. Oui, et pourtant c'est le même qui parlait du rôle positif de la colonisation, hein, il n'y a pas si longtemps. Ouais, il ne faut pas vivre longtemps pour entendre une chose. C'est au contraire. Oui, Heribert Abel Adjovi, oui, il y a une inclinaison de la diplomatie française vers le monde arabe. Déjà en se débarrassant de l'Atlantis, du très Atlantis, c'est ce qu'on lui reprochait. Ben Kouchner, il a mis quelqu'un qu'on présente comme un peu proche du monde arabe, qui a l'écoute facile. Michel Alliot-Marie. Oui, je pense que Nicolas Sarkozy est dans sa logique et il a reprécisé cela hier dans son discours, parce que, vous savez, avant on avait un ancien président français, Jacques Chirac, qui avait un sentimentalisme décidé pour le monde arabe et qui avait un rapprochement vraiment bien visible. Et on a senti pendant longtemps que Sarkozy était en retrait par rapport à cela. Mais on le voit maintenant dans un discours qui est beaucoup plus direct et qui montre que, effectivement, dans leur spécificité, que ce soit le monde arabe, que ce soit les Français, alors ils doivent travailler ensemble, mais en respectant évidemment les spécificités des uns et des autres. Et sur ce plan-là, je pense qu'une fois encore, il a montré qu'il est dans sa direction à lui, c'est-à-dire amener des relations plus claires, plus nettes. Maintenant, on a tout le temps pour vérifier dans le concret ce qui va se passer. Autrement, ils disent wait and see. Oui. On le verra. Chez Amis, merci. Merci.